Le mouvement des Gilets jaunes, qui dure maintenant depuis plus d'un mois, a débuté sur une revendication de suppression d'une taxe complémentaire sur le diesel. Il s'est enrichi de revendications sociales pour lutter contre la vie chère et aujourd'hui, il aborde les questions démocratiques avec la demande massive et importante d'un référendum d'initiative citoyenne qui est devenu central dans ce mouvement. Quand on a une Assemblée nationale dont 70% des membres s'opposent à un mouvement populaire soutenu par plus de 80% de la population, comment, face à une telle caste au pouvoir, partager les richesses, si ce n'est justement pour le peuple et par le peuple en reprenant le pouvoir? Quand nous avons le président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale qui explique que le gouvernement est trop intelligent et trop subtil pour le peuple, ce qui revient à dire que le peuple est trop bête pour ses gouvernants, quand nous avons le président de la République En Marche qui explique que le référendum d'initiative citoyenne, ça serait le retour à la peine de mort, c'est tout simplement parce que pour ces gens-là, pour cette caste, le peuple fait peur. Le peuple fait peur parce que c'est le peuple qui a fait apporter les plus grandes avancées sociales et démocratiques dans ce pays. C'est la mobilisation du peuple en 1789 qui a mis à bas la monarchie absolue. C'est la mobilisation du peuple qui a conduit à la mise en place des droits de l'homme et du citoyen. C'est la mobilisation du peuple qui a permis le suffrage universel. Voilà pour les droits démocratiques et j'en passe. Et pour les droits sociaux, c'est la mobilisation du peuple en 1936, par exemple, qui a permis d'avoir la semaine de 40 heures et les congés payés. En quelques mots, pour vous présenter le dispositif que nous allons soumettre à l'Assemblée et que nous allons porter le 21 février dans notre niche parlementaire, un référendum d'initiative citoyenne sur 4 aspects. Tout d'abord, un aspect législatif, pour permettre à toute initiative, en toute matière, portée par des citoyens, de pouvoir être transcrit dans la loi, que cette loi soit ordinaire, organique ou constitutionnelle, c'est-à-dire pour modifier la Constitution. Nous avons voulu que ce texte soit pérenne dans la Constitution, donc nous n'avons pas fixé un nombre de citoyens, nous avons fixé un pourcentage du corps électoral, pas plus de 2% du corps électoral. Après, la loi organique déterminera quel est le nombre de personnes précisément, mais pas plus de 2%, c'est-à-dire pas plus de 900 000 électeurs pour proposer une initiative législative. De la même manière, pour l'abrogatif, c'est-à-dire pour pouvoir demander un référendum pour abroger une loi qui aurait été adoptée et que le peuple jugerait scélérate. 2 autres aspects, le référendum révocatoire. Là, nous avons fixé un seuil maximum de 5% du corps électoral. Le référendum révocatoire fait très peur, tant aux présidents qu'aux élus, mais pourtant, c'est la manière démocratique, apaisée, de résoudre les conflits. Le peuple n'a pas besoin de manifester au cri de Macron démission. Il suffit d'organiser un référendum révocatoire après au-delà d'un tiers du début du mandat, pour obtenir un référendum qui permettrait de se débarrasser d'un président qui n'aurait pas respecté ses engagements ou qui mènerait une politique que le peuple jugerait contraire à ses intérêts. Cela n'est pas une mesure si révolutionnaire que cela. Cela existe dans de nombreux pays, y compris, nous aimons bien à le rappeler, dans de nombreux États américains qui le mettent en œuvre assez régulièrement et pour autant le cadre institutionnel n'est pas remis en question, l'instabilité gouvernementale n'est pas plus importante là-bas qu'ici, bien au contraire, sur certains points. 4e aspect, la possibilité pour le peuple de demander la convocation d'une assemblée constituante pour rebattre les cartes, redéterminer les règles du jeu, se refonder lui-même en un peuple politique, ce qui est la base du peuple français, et ce peuple politique de déterminer quelles seront les règles dans lesquelles il exercera son pouvoir et sa souveraineté. Cette proposition de loi n'est actuellement pas finalisée parce que nous allons la publier sur les différents réseaux. Nous allons proposer à l'ensemble des citoyennes, des citoyens, des gilets jaunes et toute personne intéressée de contribuer par amendement à l'amélioration de ce texte,
tant son exposé des motifs que des dispositions législatives en tant que telles. Et c'est ce texte amendé que nous porterons à l'Assemblée nationale. Nous donc invitons tout le monde à contribuer par voie d'amendement, mais également à organiser des ateliers des lois, des réunions locales pour se saisir de ce texte, en discuter, parce que on est toujours plus intelligent collectivement qu'individuellement. Donc organisons massivement des ateliers des lois autour de cette proposition, faisons remonter des propositions, nous les intégrerons, et c'est cette proposition de loi amendée que l'ensemble du groupe défendra lors de son niche parlementaire le 21 février. Nous sommes en salle de presse de l'Assemblée nationale, mais c'est à vous, Alexandre, Geoffroy, Joe, Gaël, David, à vous toutes et tous, croisés sur les péages de Labarque et de Loriol, sur les ronds-points d'Arcy et d'Annecy, d'Albert et de Montpellier, de Bagron et d'Aubenas, à tous les gilets jaunes qui m'en ont parlé, qui l'ont réclamé, qui l'ont exigé, ce référendum d'initiative citoyenne, que je veux m'adresser. À vous toutes, à vous tous, j'ai répondu, je ferai mon possible, je ferai remonter votre revendication jusqu'à Paris. Voici donc. Voici que le groupe France Insoumise dépose une proposition de loi en faveur du RIC, un RIC qui figurait déjà dans le programme L'Avenir en commun, un RIC que nous avions défendu par des amendements dès notre entrée dans l'hémicycle, mais un RIC étendu, élargi, renforcé, parce que, il faut le dire, il faut l'admettre, il faut vous en féliciter, parce que vous faites pression partout dans le pays, pression aussi sur nous. Un RIC donc avec ses 4 volets, législatif, abrogatif, révocatoire, constitutionnel, un RIC en toute matière. Ce texte, surtout, vous avez 2 semaines pour le commenter, pour le modifier, pour le transformer, bref, pour participer à la rédaction d'une loi qui, si elle était votée, vous ouvrirez la participation à bien d'autres lois. Dès le premier samedi, dès le 17 novembre, on avait déjà glissé le gasoil social. Sur les ronds-points, chacun amenait sa peine, le montant de sa petite retraite, le contrat aidé supprimé, le découvert dès le 9 du mois. Avec le grand déballage du frigo vide, des enfants privés de vacances, des habits fournis par la Croix-Rouge, des repas réduits à une biscotte. Ces témoignages, j'en recueille depuis 20 ans. Mais chuchotés dans un appartement, en toute discrétion, avec la garantie de l'anonymat. Parce que le malheur ne suffit pas, il faut y ajouter la honte. La honte de ne pas s'en sortir, la honte de ne pas protéger sa famille. Mais voici, et c'est toute la magie de ce moment, c'est toute la beauté de ce mouvement, voici que la honte privée est devenue une colère publique. Voici que le frigo vide, les enfants privés de vacances, les habits fournis par la Croix-Rouge, les repas réduits à une biscotte, voici que ça ne se chuchote plus dans le huis clos d'un appartement, voilà que ça se proclame haut et fort sur les ronds-points, dans les radios, sur les plateaux télé. Voici que la honte est retournée. Honte à vous les ministres, honte à vous les députés, honte à vous le président, honte à vous l'élite qui nous dirigeait, honte à vous qui trinez votre peuple dans la misère, honte à vous doublement les politiciens qui vous goinfrez de petits fours, de salaires à vie, de vaisselle à 500 000 euros, de moquettes à 300 000, honte à vous triplement quand vous enrichissez les riches, quand vous gâtez les gâtés, quand vous privilégiez les privilégiés, quand vous supprimez l'impôt de solidarité sur la fortune, quand vous offrez aux nantis la flat tax et les e-tax. C'est tellement injuste, si manifestement injuste, si outrageusement injuste. Que pouvons-nous faire? Que pouvez-vous faire? Vous me demandiez. Je peux porter votre voix, je répondais, et ça vous faisait une belle jambe. Mais vous insistiez, dans la Constitution, il n'y a pas un truc? Non, je regrettais. Le président peut vous mettre des carottes et bien profond durant 5 ans, c'est impossible de le révoquer. Et à l'Assemblée, il aura toujours ses toutous fidèles, ses robots d'en marche, en pilote automatique. Le système est verrouillé. C'est fort de ce constat, de ce verrouillage, après des semaines de surdité du sommet, après des Macron d'émissions scandées partout en vain, que le référendum d'initiative citoyenne a fleuri. Oh, il n'a pas fleuri par hasard. Il a fleuri parce que des hommes de conviction, nommons-les, Étienne Chouard et ses amis ont semé, ont arrosé depuis des années, depuis le traité constitutionnel européen de 2005, depuis la trahison de Lisbonne, la trahison du peuple par les députés, par les sénateurs, par le président, depuis qu'il est évident, depuis qu'il est transparent, que le peuple ne saurait plus avoir confiance dans ses représentants. Partout dans le pays, gilets jaunes, dans vos actions, dans vos réflexions, vous avez buté sur le même obstacle, les institutions. Tout le pouvoir, ou presque, entre les mains d'un seul homme, un monarque républicain, un président devenu le faux-nez des banquiers, qui préfère ses amis financiers aux Français, pour qui l'intérêt des multinationales l'emporte sur l'intérêt général. Un cœur s'est alors élevé. Reprenons nos affaires en main, référendum citoyen. Et j'approuve. J'approuve. Mais regardez comme soudain toute la caste politique approuve à son tour, à demi-mot, les lèvres pincées, mais elle approuve.
charmant consensus. Aussi, Gilets jaunes, permettez-moi d'approuver, mais avec méfiance. D'abord, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Durant ma traversée de la France, j'ai avant tout ressenti la vaste urgence sociale. C'est aujourd'hui que les retraités, les jeunes, les smicards, les camionneurs, les auxiliaires de vie sociale, les mères célibataires peinent à vivre. Le président Macron leur a accordé ses étrennes de nouvel an, comme les grands bourgeois à leurs domestiques. Mais répartir mieux les richesses, pour de bon, vraiment, ça n'est pas à son ordre du jour. En haut, on se gave, tandis qu'en bas, on galère. En haut, grâce à la Macronie, c'est 10 000 € en plus chaque mois pour les 1%. Des grandes fortunes multipliées par 7 en 20 ans, et qui, grâce à la Suisse, au Luxembourg, aux îles Caïmans, échappent à l'impôt. Tandis qu'en bas, au 1er janvier, le SMIC, les pensions, les allocations seront gelées, et que vous serez imposé sur le moindre litre de lait. On voit bien l'intérêt pour lui, pour ses amis de l'oligarchie, que de faire glisser le débat vers un RIC qui sera discuté quand? Au printemps, à l'automne? Ça ne coûte rien pour l'instant, au moins laisse-t-on passer l'orage. C'est aujourd'hui qu'il faut la justice, c'est aujourd'hui qu'il faut l'égalité. N'abandonnez pas cette exigence, combattons la misère toujours, tout de suite, partout. Ensuite, que restera-t-il de votre RIC à l'arrivée? Méfiez-vous, surveillez-les, restez sur vos gardes. Parce que votre idée, ils vont la détourner, la retourner, la biscorner, l'atténuer, la modérer, la rabougrir, la réduire. Et à la fin, si vous ne luttez pas pied à pied, il ne restera qu'un machin. C'est une caste, elle tient le pouvoir, elle y tient. Elle ne le lâchera pas, même des miettes, c'est à vous de le prendre. Ensuite et surtout, et j'achèverai là-dessus, rien jamais ne remplace un peuple en lutte. La Constitution comporte de très belles phrases. Sur les hommes qui naissent libres et égaux, sur les droits des femmes, sur la terre à préserver, et même sur les animaux. Mais qu'en est-il dans la réalité? Ce texte sacré est chaque jour bafoué. Alors oui, on peut y inscrire de nouvelles lois, on peut en modifier les règles, on peut réclamer le RIC, on peut ajouter un outil, un bel outil, dans la boîte à outils de la démocratie. Soit. Mais ces phrases, ces mots, ces bouts de papier ne vaudront rien sans un peuple éveillé, sans un peuple aux aguets, sans un peuple qui lutte comme vous l'avez fait cet automne, sans un peuple qui lutte pour que liberté, égalité, fraternité ne soit pas qu'une devise ronflante inscrite au fronton des mairies, mais bien vivante dans tous les esprits. Gilets jaunes, ne vous rendormez pas, restez debout. Nous procédons avec ce texte de la même manière que nous avions procédé dans la construction de notre programme L'Avenir en commun. C'est pourquoi certains commentateurs s'étonnent de voir depuis quelque temps que nous disons et répétons à plusieurs voix que l'essentiel des revendications des Gilets jaunes, 80% à peu près, se trouvait déjà dans le programme L'Avenir en commun que nous avions présenté lors de la présidentielle, mais nous posons la question. Ça ne pouvait pas être autrement pour la raison que précisément c'est par cette méthode que nous avions construit ce programme. Ce programme avait été co-construit par le peuple lui-même, avec des auditions, avec des ateliers des lois, avec des amendements, des consultations et toutes ces méthodes qui ont permis de construire le programme. Donc il n'y a pas de difficulté pour nous à constater qu'à l'issue, l'essentiel des revendications des Gilets jaunes se trouve dans notre programme. Eh bien, nous avons fait ce travail comparatif. Vous pouvez aussi le trouver sur la plateforme de la France Insoumise. Nous l'avons mis en ligne. Nous avons établi un comparatif précis entre la somme des revendications des Gilets jaunes et le programme L'Avenir en commun. Vous trouverez donc sur la plateforme France Insoumise ce comparatif. Première colonne, tout ce que veulent les Gilets jaunes, toutes leurs justes revendications. Et à côté, vous avez la proposition programmatique de la France Insoumise qui figurait déjà dans l'Avenir en commun, dont chacun sait que ce programme précédait le mouvement salutaire que nous connaissons aujourd'hui dans le pays. Et vous avez même l'amendement précis, puisque depuis 18 mois, vous le savez, nous travaillons ici à l'Assemblée nationale. Vous avez donc à chaque fois l'amendement précis qui a d'ores et déjà été défendu dans l'hémicycle et qui correspond parfois presque mot pour mot aux revendications des Gilets jaunes. Donc nous disons au peuple français, nous mettons en garde. Car à l'heure où s'ouvre la grande consultation annoncée par M. Macron, nous voyons bien qu'ils risquent d'appliquer les méthodes qu'ils ont déjà appliquées, notamment aux syndicats, dans les grandes concertations, où, vous savez, on entend tout le monde, mais finalement l'écoute n'est pas active, et où, en définitive, la feuille de route qui en résulte est la même que ce qui précédait, et on les voit déjà nous ressortir certaines propositions qu'ils ont dû mettre au placard, en espérant se saisir du moment des Gilets jaunes pour les remettre sur la table. Bref, l'heure est à l'implication citoyenne, une fois de plus, et avec cette proposition de loi, qui est aussi notre rôle de parlementaire, eh bien nous voulons créer l'occasion de faire retentir dans l'Assemblée nationale les justes revendications des Gilets jaunes
qui sont actuellement sur les ronds-points et qui se mobilisent depuis maintenant plus de 5 semaines. Au fond, ce mouvement, j'évoque là celui des Gilets jaunes, aura mis au devant de la scène un débat qui traverse notre pays depuis bien longtemps, qui se résume à une question. Qui est le souverain? Le peuple? Ou éventuellement le monarque? Ou éventuellement un président de la République élu dans le cadre de la Ve République, qui est un système électoral très particulier, qui fait que quelqu'un qui arrive au premier tour, en tête, les deux se retrouvent ensuite au second tour, et dans un système bien particulier, ensuite, on doit faire un choix entre ces deux, et l'existence, disons-le aujourd'hui, de l'extrême droite amène à ce que le choix final est souvent plus un rejet d'un candidat que l'adhésion à un autre. On en est là. Et pour autant, ce système concentre énormément de pouvoir sur celui qui a été désigné. Donc il faut, à partir de toutes ces contraintes de la Ve République, système électoral très particulier, qui banalise le fait que les électeurs ne vont plus aux urnes, mais qui n'est pas un problème, qui fait que le président de la République, actuellement, M. Emmanuel Macron, a été désigné au second tour seulement par 43% des électeurs inscrits. 57% des électeurs n'ont pas voté pour lui, et pour autant, il est le président de la République. Alors comment on dénoue ça? Si ce n'est justement en essayant de forger des outils qui remettent au cœur la question de qui reste le souverain en toute occasion. Ne faisons pas en sorte d'accepter l'idée que le citoyen est un électeur qui est un électeur, c'est-à-dire quelqu'un qui finalement perd l'ensemble de ses droits civiques entre deux rendez-vous électoraux. Comment, entre ces deux rendez-vous électoraux, le peuple reste en toute occasion souverain? C'est ça qu'il faut dénouer avec un outil nouveau, qui permet à partir de là de porter la question sociale. Parce que sinon, la question sociale reste enfermée dans le cadre de ces institutions. Donc c'est quelque chose qui est fondamentalement, politiquement, en adhésion avec ce qui constitue l'aspiration profonde de la République, si on est convaincu que c'est le peuple, une fois de plus, qui doit rester le maître de la situation à tout moment. Et ça a été bien pointé, la question, c'est gare aux entourloupes qui vont venir. Nous ne voulons pas un référendum qui consiste seulement à donner l'autorisation à des gens de fixer un ordre du jour à l'Assemblée nationale pour que les députés ensuite puissent en discuter de bonne grâce en acceptant finalement d'avoir entendu ça. C'est pas ça que nous voulons. Nous voulons quelque chose qui donne du pouvoir véritablement aux citoyens, qui leur permet de trancher des questions, qui leur permet, ça a été dit, notamment de révoquer des élus, qui leur permet effectivement de faire en sorte, non pas que telle ou telle chose soit inscrite à l'ordre du jour, mais qu'éventuellement une loi qui a été adoptée contre la volonté majoritaire soit remise en cause, etc., etc. Nous avons entendu la parole du Premier ministre qui, effectivement, sous la pression, veut bien en discuter, mais qui dit attention, pas sur n'importe quel sujet et pas dans n'importe quelle condition. Eh bien non, monsieur Édouard Philippe, ce sera sur n'importe quel sujet si le peuple le décide. C'est le fond du débat qui a été posé, et bien sûr porté par la question sociale, il ne faut pas s'en étonner, c'est toute l'histoire de notre pays. Le lien entre le refus d'impôts injustes, qui amène finalement à porter la question sociale, qui amène immédiatement à poser la question démocratique, sont des dynamiques politiques extrêmement classiques. Et ça a été bien rappelé par Bastien Lachaud, la Révolution française, pardon de l'exemple, est là pour le montrer. C'est toutes ces questions-là qui, à partir de refus d'impôts injustes, qui a amené à la proclamation de droits nouveaux et a amené à se poser la question aussi ensuite de la régulation des prix, etc., etc. Donc on est, me semble-t-il, tout à fait conforme à l'histoire de notre pays. C'est un moment, j'ai envie de dire, historique, une occasion à ne pas manquer. Nous, on va faire notre travail, et puis on va être particulièrement vigilant à ce que d'autres forces, car ça va être un rapport de force aussi, ne mettent pas en œuvre toute leur intelligence et leur subtilité pour faire que ce grand torrent d'exigences démocratiques ne se transforme pas en un ruisseau ridicule avec un petit gadget qui sera totalement décalé par rapport aux aspirations majoritaires du pays. Juste très brièvement pour rappeler qu'il ne faut pas être sur la plateforme France Insoumise pour participer à ce travail d'amendement du RIC, de la proposition de loi que nous proposons, et bien dire à tout le monde qu'on ne vous demandera pas de prouver que vous êtes gilet jaune ou que vous n'y êtes pas, ou vous demandez pour qui vous votez ou si vous êtes proche de nous. C'est bien ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aller sur la plateforme franceinsoumise.fr et amender le texte, notre proposition de loi jusqu'au 6 janvier. Mais bon, c'était une précision très importante. Tout le monde peut participer à ce travail, parce que c'est un travail en commun. Et il est urgent de casser, de remettre à plat la société dans laquelle nous vivons. Parce que, à mon sens, c'est criminel de laisser les gens vivre comme cela, de génération en génération, dans la pauvreté. On parle de violence. On parle des poubelles brûlées ici ou là. Mais on ne parle pas des morts causées par la pauvreté.
On ne parle pas des violences faites aux personnes âgées, parquées dans leur logement, qui ne peuvent même plus sortir de l'appartement. On ne parle pas des violences causées à ces mêmes personnes, aux parents, qui n'arrivent plus à inviter leurs enfants. Ça aussi, c'est de la violence. Mais cette violence-là, on ne parle pas. On ne parle pas des jeunes qui quittent la scolarité et qui s'enferment dans leur chambre, qui culpabilisent. Parce que, sur les radios libres, ou bien certains politiques disent « Ouais, mais si vous ne travaillez pas parce que vous n'êtes pas suffisamment fort, mais parce que vous ne cherchez pas. » Ben non. On cherche quoi? Il n'y en a pas. Si on a des compétences, mais on ne nous donne pas les moyens de mettre en valeur nos compétences, toutes ces violences-là, il faut les dénoncer. Et donner les moyens au peuple de s'exprimer à travers des référendums, c'est un moyen aussi d'éradiquer ces violences. C'est un moyen de briser la corruption. C'est un moyen de développer le pays et d'aller vers l'épanouissement de tous. Le débat n'existe pas dans ce pays. Ce n'est pas un débat. Ce sont des injonctions et des mascarades où on réunit des gens dans des salles, on fait perdre du temps à tout le monde pour qu'enfin ce soit le cabinet de la présidence de la République et en définitive le président de la République qui décide. En tout lieu, en toute chose, à tout instant. Voilà où on en est rendu. Donc, à un moment donné, quand tous les corps intermédiaires le disent, quand tous les citoyens le disent, quand tout le monde dit qu'il n'y a plus de possibilité aujourd'hui de se faire entendre dans ce pays, il est temps de remettre en place cette voie pacifique, mais néanmoins fonctionnelle, de référendum d'initiative citoyenne. Parce que sinon, la violence, elle finit incontestablement par en plus se retourner contre ceux qui en sont d'abord les victimes de toutes ces violences silencieuses. Regardez les jugements qui sont rendus en ce moment. Parce que celui-là avait du sérum physiologique sur lui. Parce que celle-là avait un masque pour se protéger du lacrymogène. J'ai vu une dame qui a pris 2 mois avec sursis, qui s'est fait retirer son permis de conduire parce qu'elle avait bloqué les trains avec d'autres gilets jaunes. Et que le procureur de la République dit vouloir donner un exemple. Alors, depuis quand on donne des exemples dans notre droit, dans notre justice? On applique la loi, c'est tout, avec proportionnalité et discernement. Et donc je m'inquiète aussi des instructions qui sont données par la garde des Sceaux à tous les procureurs de la République, en toute indépendance évidemment, vous l'aurez remarqué, pour avoir une dureté dans les jugements qui sont rendus. Tout ça va mal finir et il faut vraiment que toutes les annonces qui sont faites ne soient pas des gribouillages, un coup je donne 10, en fait ce sera 9, mais peut-être 8,5, enfin peut-être au 1er janvier, mais en fait sans doute au 1er juin. Enfin c'est pas possible de fonctionner de la sorte. Moi je le dis, et il faut vraiment qu'on puisse mettre en place tous ces moyens qui permettent au peuple d'être à nouveau le souverain dans ce pays. Nous ne nourrissons aucune illusion sur le fait que notre proposition de loi ne sera pas votée. Et je pense que nous ne devons pas entraîner les Gilets jaunes et les Français à nourrir la moindre illusion à ce sujet. Maintenant, il y a une première chose, c'est que c'est notre boulot. Nous sommes mandatés pour ça. Moi, j'ai visité des tas de ronds-points, de péages. On nous demande de faire ça. Nous remontons ça à Paris, nous remontons ça à l'Assemblée nationale et nous faisons notre travail en déposant une proposition de loi. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que cette proposition de loi sera discutée le 21 février. Elle sera à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et elle mettra la majorité En Marche au pied du mur. Qu'est-ce que vous voulez là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez pas? Il va falloir que vous avanciez. Il va falloir que vous donniez des réponses. Sur le législatif, vous en voulez à quel seuil? L'abrogatoire, vous en voulez à quel seuil? Donc voilà, tout ça, ça les met au pied du mur et ça les contraint à répondre. Donc c'est une étape sur un chemin qui est un long chemin, qui n'est pas achevé, qui est truffé d'obstacles, d'embûches et avec des adversaires qui ne veulent pas de ça et qui feront semblant d'en vouloir.